Bonsoir à toutes et à tous. Une nouvelle aggravation du Covid se marque dans une partie de la France, à Lyon, à Lille, à Grenoble, à Saint-Étienne, le cap est franchi. Plus de 30% des lits de réanimation sont atteints par des malades du Covid. Avec nos invités, on en parlera. Des opérations sont déprogrammées en Île-de-France en raison de la pression sanitaire. Nous prendrons la mesure de cette dégradation et des mesures qu'elle va entraîner. Un autre événement qui frappe l'opinion est cette agression barbare contre 2 policiers dans le Val d'Oise. Les criminels se sont acharnés sur eux. Ils ont tiré dans le genou de l'un d'entre eux. La réprobation de la classe politique est très vive. De la gauche à la droite, on entendra aussi Alain Bauer, le criminologue. Enfin, on reçoit ce soir un des cinéastes les plus connus de la planète. Oliver Stone prend position pour Joe Biden alors qu'il avait refusé de choisir entre Clinton et Trump. Il estime aussi que Donald Trump pourrait être tenté de s'accrocher au pouvoir si la situation est confuse juste après l'élection. Sur le front du Covid, l'alarme majeure sonne dans toute une partie de la France. C'est le cap critique des 30% de lits Covid dans les services de réanimation. Il entraîne des mesures renforcées dans plusieurs villes de France. Écoutez l'une des déclarations d'Olivier Véran tout à l'heure. Pour ces 4 métropoles, Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, un passage en zone d'alerte maximale a été décidé par le président de la République en Conseil de défense et de sécurité nationale. Ce passage sera effectif à compter de samedi matin. Et avec nous, Marie de Henzel, bonsoir. Frédéric Adnet, professeur chef de la réanimation à l'hôpital Avicenne, et vous, Didier Pittet, spécialiste des épidémies. D'abord, la réanimation, on voit bien que c'est le critère dans ces villes, plus de 30%. Frédéric Adnet, est-ce que vous le vivez à votre hauteur dans l'hôpital Avicenne ? Oui, on est extrêmement inquiet. On est extrêmement inquiet parce que, à la différence de la première vague, la situation actuelle n'a rien à voir avec la première vague. On doit gérer 2 flux de patients. Les patients qui viennent à l'hôpital pour des pathologies classiques et ces patients nouveaux avec ce coronavirus, avec cette maladie, le Covid-19. Le problème, c'est que l'hôpital, il a été prévu et les lits sont pleins avec nos patients habituels. Et ce flux continu que l'on a déjà depuis plusieurs mois de patients Covid qui arrivent à l'hôpital sans s'arrêter, ça augmente légèrement. Mais le problème, c'est qu'ils arrivent tous les jours et sans s'arrêter, finissent par saturer nos lits d'hospitalisation et de réanimation. Et donc, quand on vous dit qu'on a 30% actuellement, on est à 50% dans mon hôpital, ça veut dire qu'il y a 50% de patients qui ont besoin de la réanimation, mais qui ont d'autres pathologies. Et on va être obligé de déprogrammer parce que dans notre hôpital, il n'y a plus de place. Est-ce que vous avez été vous-même surpris ? On se souvient, il y a quelques semaines, sur les plateaux de télévision, on disait « est-ce qu'il y a une seconde vague ?» Et là, visiblement, 50%, c'est beaucoup. Ce n'est pas une seconde vague. On a employé le mot d'une marée, d'une marée haute. Moi, j'aime bien l'image de la baignoire qui se remplit progressivement. Donc, on la voit se remplir, si vous voulez. Puis, à un moment, ça déborde. Le problème, c'est que à la première vague, on avait le double de malades tous les 48 heures. Donc, on était submergés. On a déprogrammé. Les gens étaient confinés, donc on n'avait pas d'autres pathologies. Là, on les voit arriver tout doucement, mais de manière continue et sur le long terme. Et donc, ça remplit notre hôpital. Et on est effectivement extrêmement inquiet sur la suite parce qu'on ne voit pas ce flux s'arrêter. Et on nous annonce un flux jusqu'en printemps, été. Et donc, à un moment donné, on n'aura plus la place, tout simplement. Et on va devoir, ce qu'on s'est refusé à faire sur ce rebond épidémique, on s'est toujours refusé à choisir entre les malades Covid et les malades qui ont d'autres pathologies. Cette fois-ci, on va être obligé de déprogrammer et donc, malheureusement, de faire perdre des chances aux patients qui ont d'autres pathologies et qui ont besoin de réanimation et d'hospitalisation. Déprogrammé, on en est là, c'est ce que le ministre lui-même disait tout à l'heure, c'est le plan blanc qu'il a évoqué. Le directeur général de l'Agence régionale de santé a déclenché le plan blanc dans l'ensemble des hôpitaux franciliens. Qu'est-ce que ça veut dire, le plan blanc ? Ça veut dire que la part de patients Covid en réanimation dans les hôpitaux franciliens augmente et que la pression sanitaire se fait de plus en plus forte dans les hôpitaux parisiens et franciliens en général, obligeant à déprogrammer des soins. Puisque quand on déprogramme une chirurgie programmée, imaginez une chirurgie d'une prothèse de hanche pour de l'arthrose par exemple, eh bien on peut libérer un bloc opératoire, éviter d'occuper un lit de réanimation et parfois même transformer le bloc opératoire en salle de réanimation. Professeur Pittet, déprogrammer, ça peut avoir l'air relativement simple. Non, pour un hôpital, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est un branle-bas de combat dans beaucoup d'hôpitaux en France. Tout à fait. En France, c'est certainement en Angleterre, c'est très clair déjà. En Espagne, c'est déjà le cas aussi.
Et donc c'est une façon finalement de faire, c'est une mauvaise expression, mais de la place dans les soins intensifs ou dans la réanimation pour les cas Covid, comme on l'a très bien dit, et puis d'éviter de surcharger à la fois le personnel et d'éviter d'avoir trop de lits occupés pour pouvoir être prêt à recevoir. Et les seuls patients qu'on peut déprogrammer, comme on le dit, ce sont les patients qui sont électifs, c'est-à-dire qui sont prévus pour être opérés demain, après-demain, la semaine prochaine, et à qui malheureusement on doit dire on ne pourra pas vous opérer. Le professeur Adnet employait le mot de marée, ce sont les propres mots aussi. On va voir la déclaration de l'autorité sanitaire dans l'Île-de-France qui parle d'une marée très forte, non seulement actuelle mais à venir. Professeur Pittet, expliquez-nous bien là ce que ça peut avoir d'angoissant pour les soignants. Les gens aux soins intensifs restent longtemps, donc gérer ça, c'est extrêmement difficile. Oui, alors quand on voit monter l'image de la baignoire, c'est une image que j'avais moi-même d'ailleurs utilisée, donc c'est intéressant qu'on voit cette baignoire qui se remplit, et au fur et à mesure qu'elle se remplit, eh bien, vous avez des gens qui sont hospitalisés dans les différents secteurs de l'hôpital, et puis les plus malades d'entre eux vont aller en réanimation dans votre service et dans ceux qui sont équivalents. Et en effet, c'est ce problème-là, c'est que dès que vous voyez les admissions augmenter dans l'hôpital, vous savez qu'une semaine à 2 semaines plus tard, vous aurez la réanimation. Et comme vous le savez, malheureusement, il y aura des décès ensuite, dans 1 semaine ou 2 semaines plus tard encore. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation. Fort heureusement, on est un peu mieux préparé. Fort heureusement, dans la population, on espère que les mesures barrières sont appliquées. Mais on voit que malgré tout, la circulation du virus est là et l'impact est déjà là sur les institutions. Comment réagir? C'est le cas à Lyon, à Lille, à Grenoble, à Saint-Étienne avec ce nouveau degré d'alerte. On va entendre quelques-unes des réactions. C'était tout à l'heure à Lyon. On s'adapte à chaque fois, on retrousse ses manches. Moi, mon métier n'est plus que de servir, c'est aussi de faire la police. Donc on garde courage quand même, hein. On veut toujours, si notre métier c'est de servir et d'accueillir, on fera au mieux avec ce qu'on nous impose malheureusement. Forcément très déçu, d'autant plus que ce bar on l'a ouvert il y a à peine 3 mois. Donc c'est un lancement qui est un peu coupé. Ce qui m'énerve, c'est que voilà, on joue le jeu, c'est-à-dire que ça fait déjà plus d'1 mois et demi que tout le monde est assis, pas plus de 10 personnes à table. Voilà, on essaie de faire les choses au mieux et puis de force de plus en plus restreinte, donc ça ne sert plus à rien. Didier Pittet, vous êtes un des meilleurs spécialistes des épidémies, vous avez le point de comparaison avec les autres pays, vous avez été consultant, conseiller dans beaucoup de pays. Est-ce que la France fait différemment? Alors écoutez, la France ne fait pas différemment dans le sens où lorsqu'on met des mesures dans un secteur, par exemple comme les restaurants, on va mettre les mêmes mesures partout. En France, on a mis un peu de temps peut-être à faire cette liste de présence, de liste de personnes qu'on pourra atteindre avec leur numéro de téléphone associé. Mais en dehors de ça, on fait un peu tous la même chose. On a vu ça, maintenant on écrit, le stylo est désinfecté, il y a tout ça. Est-ce que ça marche ça? Alors ça marche dans le sens où on peut repérer les gens qui sont venus et ça facilite les enquêtes épidémiologiques. Puis ça marche aussi parce que on est à quelque part sensibilisé quand on arrive au restaurant. On se souvient immédiatement, on doit se frictionner les mains, prendre ce stylo, écrire son nom, son prénom, garder son masque, aller s'asseoir. Tout à l'heure, on a vu quelqu'un qui parlait, alors il parlait d'une activité de bar ou de restaurant. Il y a une grosse différence entre les bars et les restaurants parce que dans le restaurant, on est assis, on reste à table, on est, disons, 6, on peut être 8, on peut être 4, on sait qui est là, mais on reste à distance et surtout, on ne se mélange pas, on ne s'approche pas. C'est quand même difficile de faire le distinguo et Olivier Véran lui-même l'avouait tout à l'heure, on va l'entendre. Il y a des situations qui, hélas, présentent des risques. Et il est très compliqué d'isoler le petit café où on va être chacun à la table avec des distances respectables et les bars qui, à partir d'une certaine heure, notamment du soir et de la nuit, se remplissent sans respect des distances, avec en plus parfois la consommation d'alcool qui rend parfois le sentiment d'être encore plus invulnérable que ce qu'on est. Et c'est là aussi qu'on enregistre beaucoup de contamination. Donc, à chaque fois que des situations sont très à risque, on prend les devants pour protéger les Français. Didier Pittet, mais vous voyez acquiescer sur l'alcool. Hein. Là, quand on ça paraît idiot, mais quand on boit beaucoup, qu'on se détend, cette ambiance spéciale du bar plus que du restaurant, c'est très différent d'un point de vue sanitaire. Mais oui, parce qu'on s'approche, on interagit. Je me vois mal être dans un bar avec quelqu'un que j'aime bien, puis garder une distance de 2 mètres. Je vais naturellement m'approcher. Évidemment que l'étape suivante, c'est que le bar se transforme en discothèque et qu'on commence à danser et puis s'embrasser, ce qui est évidemment l'étape du risque encore plus élevé. Donc c'est pour ça que c'est important que tout le monde comprenne ce que veut dire un restaurant.
parce qu'on doit y aller manger en respectant les consignes. Un bar, c'est plus compliqué, vraiment plus compliqué. Est-ce qu'il faut admettre qu'il y a une forme d'arbitraire, que le but c'est de baisser toutes les interactions en réalité, faire tout ce qu'on peut pour voir le moins possible de gens en réalité? C'est pas très chaleureux, mais c'est ça, professeur Adnet? Je crois qu'il faut surtout respecter les mesures barrières, le port du masque, le port d'un masque homologué et la bonne pratique du port de masque, c'est-à-dire de le porter convenablement, pas avec le nez qui ressort, la distanciation. Mais quand et vous surtout, déjeunez, pardon, avec quelqu'un, ou là, ça va être bientôt vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, quand on va à une soirée, c'est fini, c'est ce voilà, que on est j'allais vers dire. quelqu'un. Surtout, mettre le paquet sur les personnes à risque. Parce que les gens qu'on voit à l'hôpital n'ont pas changé. C'est les patients qui ont des facteurs de risque, c'est les patients âgés. Et donc, on connaît ces patients à risque. Il faut d'autant plus respecter les mesures barrières qu'on est en interaction avec des personnes à risque. Professeur, vous nous amenez, en parlant des personnes à risque, à Marie de Henzel et à son livre « L'adieu interdit ». C'est un des éléments du jour, l'accent mis sur les personnes âgées, celles qui sont le plus concernées, celles hélas parfois qui ont fini aux soins intensifs, en réanimation. Et là, c'est une sorte de cri du cœur que vous lancez. Vous êtes une personnalité très connue pour avoir accompagné beaucoup de malades dans les derniers temps, dont François Mitterrand. Il s'est passé pendant le confinement quelque chose qui vous a vraiment touché au plus profond. Il s'est passé quelque chose qui, éthiquement, est incompréhensible. Et je crois vraiment que c'est le scandale le plus grand qu'il y ait eu pendant le confinement. C'est-à-dire l'interdiction de visite, l'interdiction de venir accompagner un proche mourant, de venir constater la mort, d'être autour du cercueil, de tous ces rites immémoriaux qui structurent la société, qui n'ont pas été possibles à cause d'une décision politique et sanitaire et qui ont fait des dégâts immenses. Vous parlez, vous rapportez un certain nombre de témoignages directs, indirects, de gens qui sont morts seuls, parfois avec une accélération terrifiante. Je recommande à tous ceux qui prennent à la légère le Covid de lire ça. Est-ce que c'était nécessaire ou non? C'est un autre débat, on va entendre les médecins là-dessus. Mais sur le résultat, quoi qu'il en soit, ces gens qui sont morts seuls, vraiment, ça a été quelque chose de vertigineux. Oui, parce que je pense que quelqu'un qui meurt seul alors qu'il sait que pas loin de lui, il y a son fils, sa fille, qui réclament de venir lui dire au revoir, l'accompagner. Eh bien, on ne mesure pas la détresse des mourants à qui on a volé leur mort, la détresse évidemment des familles à qui on a volé un moment essentiel de leur vie, parce qu'accompagner quelqu'un dans ces derniers moments, c'est une expérience qui est fondamentale. On ne mesure pas aussi la détresse des soignants, dont le métier est de prendre soin, c'est-à-dire justement qui disent qu'ils ont vécu un cauchemar d'inhumanité, qu'ils ont pleuré des larmes d'impuissance. Les mots que j'ai entendus des soignants sont poignants. Je crois que là, il y a une souffrance que l'on n'a absolument pas prise en compte. Finalement, il n'y a pas eu de réflexion éthique, alors même que le comité d'éthique avait émis un avis fin mars dont on n'a pas du tout tenu compte. Marie de Henzel, là-dessus, vous, messieurs les médecins professeurs, vous avez vu ça de vos yeux souvent. Ça a été très dur pour les soignants aussi, pour les familles. Bien sûr, pour les victimes. On l'a vu, ça a été soignants. très dur. Il faut aussi se remettre dans le contexte de la première vague, où on avait affaire à un virus qu'on ne connaissait pas. On voyait des gens mourir dans nos bras, on voyait des gens qui arrivaient aux urgences dans des états de détresse respiratoire et qui mouraient. Et aussi ce formidable paradoxe des soignants, c'est-à-dire qu'ils soignaient contre une maladie qu'ils pouvaient eux-mêmes attraper et qui pouvaient eux-mêmes en mourir. Et c'est vrai, et j'avais été frappé sur les mesures sanitaires pour l'enterrement des patients où on n'a pas le droit de regarder le corps du défunt et du proche. Et ça a été vite corrigé quand même, parce que la loi, elle a rapidement changé. Maintenant qu'on connaît mieux le virus, on était sur une ligne de crête. Et ce que vous dites est vrai, et on peut le rapprocher aussi du confinement des EHPAD, où à l'époque, les proches ne pouvaient pas venir dans les maisons de retraite voir leurs aînés. Ça peut entraîner d'ailleurs une surmortalité, les Américains l'ont décrite. Ces mesures ont été progressivement
rattraper parce qu'on connaît mieux le virus et que les mesures barrières, si on donne des mesures barrières simples, suffit pour éloigner tout danger et respecter cette interaction formidable entre l'aîné, le proche qui est en phase terminale et la famille. Vers l'avenir, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir les personnes âgées dans les PAD, par exemple? Oui, il faut qu'on ait des protocoles qui le permettent. Il faut dire que ce qu'on décrit ici n'est pas du tout propre à la France. Oui, sachez que c'était la même chose en Suisse, ça a été la même chose en Suède, en Allemagne, dans plein d'endroits, en Italie bien entendu. Donc c'est un phénomène général. Je crois qu'effectivement il y a eu cette peur de ce virus, il y a eu ce débordement des systèmes de santé, il y a eu des problèmes de matériel aussi, on peut discuter de beaucoup de choses. Je crois que l'essentiel, il faut le dire, on ne peut pas laisser mourir des vieilles personnes ou des personnes seules. Et je crois que c'est pire que de mourir du Covid. Mais évidemment, à ce moment-là, toute la réflexion éthique n'avait peut-être pas encore eu lieu. Et tous les protocoles qu'on pourrait mettre en place, parce qu'au fond, comme vous le dites très bien, les gestes barrières suffisent. Maintenant, faut-il encore que les personnes les appliquent? On nous a beaucoup dit que les familles qui visitaient leurs patients, finalement, quand ils entraient chez le patient, ils enlevaient le masque, ils embrassaient la famille, et puis ils oubliaient complètement les gestes barrières. Alors, voilà, il faut le faire mieux, mais on peut le faire et on doit faire mieux. C'est cet autre livre, le vôtre, Frédéric Adnet, Les Fantassins de la République. Honneur à ces soignants. Il y a des scènes poignantes que vous rapportez aussi où ils amènent le téléphone près de la personne qui va mourir pour qu'elle parle à ses proches, parce que quand même, il y a parfois un état de semi-conscience. Ça, ce sont des scènes qu'on a vécues dans les hôpitaux. Tout à fait. Malheureusement, à cette époque-là, et aux urgences, on avait une mortalité qui était effroyable, puisqu'il y avait des patients pour lesquels on n'avait pas leur donné, les amener en réanimation. C'était de l'obstination vraiment déraisonnable sur des patients qui n'avaient aucune chance de survivre. Et donc, il y a eu beaucoup de fins de vie au service des urgences, dans les services de médecine interne. Et cette interaction avec les proches, et je vous rejoins au début, nous, soignants, et c'est aussi une autocritique, on avait tellement peur de ce virus qu'on ne connaissait pas, et avec quelque chose qui avait l'air de vraiment se transmettre très facilement. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait 100% de malades Covid et on avait une centaine par jour. Actuellement, on a 5-6. Et on les voyait vraiment en détresse et mourir. Et en voulant bien faire pour protéger les proches, en fait, on ne faisait pas bien parce que les séquelles psychologiques, les deuils pathologiques que ça pouvait entraîner, le fait qu'il n'y ait pas eu cette interaction et cet accompagnement en fin de vie, pouvait faire encore plus de dégâts que ce que nous, on voulait protéger, mais de bonne foi. Marie Denzel, votre livre amène un supplément d'âme, c'est les leçons aussi humaines, philosophiques qu'on peut tirer de cette crise qui continue. Est-ce que c'est un révélateur de la manière de mourir en général? On meurt beaucoup plus seul aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Oui, c'est un révélateur aussi du déni de la mort qu'il y a dans notre société, parce que je crois qu'on ne prend pas la mesure justement de l'importance de tous ces rites qui entourent la mort, l'accompagnement bien sûr, mais aussi, je dirais, l'adieu au visage qui est très important, le constat de la mort, les rites funéraires, tout ça, évidemment, ce sont des moments très importants dans la vie d'une personne. Dans un instant, on entendra dans cette émission Oliver Stone qui raconte la veillée du corps de sa grand-mère et à quel point cette grand-mère qu'il accueillait dans son lit pour lui lire l'histoire de Lou quand il était gamin, le fait de la voir morte a compté pour lui alors qu'il avait 30 ans. Ce sont des moments fondamentaux. Et moi, je me demande, je dirais, quel est le pourcentage de personnes qui, parmi les experts scientifiques ou même les politiques, qui ont eu l'occasion d'accompagner un proche. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup, parce que si ça avait été le cas, je pense qu'on aurait sans doute géré les choses autrement. Et je regrette aussi, je voudrais le dire, que dans le comité scientifique, qui est soi-disant pluridisciplinaire, il n'y a pas un seul psychologue clinicien qui aurait peut-être alerté sur sur les conséquences délétères de ce confinement. On vous lira en tout cas référence à 2 morts illustres qui concluent votre livre. L'un que vous avez connu très bien, surtout à la fin, c'était François Mitterrand. Oui. Il y a ce livre, Croire aux forces de l'esprit, qui vous a inspiré. Et puis Jean d'Ormesson, nonagénaire illustre, et là vous recommandez sa lecture avec cette phrase finale qu'il avait, la mort elle-même ne pourra rien contre moi. Oui. Vous avez connu vraiment beaucoup des morts qui avaient cette espèce de sentiment de... J'en ai connu quelques-uns, mais peut-être, et pas des plus connus. J'ai connu beaucoup de gens ordinaires, si vous voulez, qui ont eu des phrases sublimes au dernier moment. Je me souviens d'une femme qui m'a serré les mains en me disant « N'ayez peur de rien ».
C'est intéressant avec le Covid. Hein, vivez tout ce qui vous est donné de vivre parce que tout est un don de Dieu. Et cette femme est morte une demi-heure plus tard. Et je peux vous dire que j'ai été très impressionnée par, je dirais, la générosité de ce qu'elle m'avait dit, la sagesse aussi de ce message que je n'ai jamais oublié. Merci beaucoup Marie de Henzel, c'est votre livre « L'adieu interdit » chez Plon. J'aimerais qu'on termine avec vous, messieurs les professeurs. Conseils très concrets, parce qu'on a l'impression que chaque semaine maintenant, avec les conférences de presse d'Olivier Véran, on parle d'aggravation. Qu'est-ce qu'on fait là le week-end qui vient? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont rendez-vous chez des amis, je le disais tout à l'heure, vendredi soir, samedi soir. En réalité, est-ce qu'on... alors... Ils pratiquent les gestes barrières. Je crois qu'il faut vraiment être très clair. Malheureusement, on doit trop souvent le répéter. Mais ce qu'on devrait avoir normalement, c'est une surveillance de l'observance de ces pratiques. Si on voyait que les gens font la pratique de l'hygiène des mains à 30% ou à 40%, ce qui est même mieux que la réalité, j'ai essayé de l'évaluer l'autre jour, dans différents endroits, elle est inférieure à 10%. Donc ça veut dire qu'on peut faire largement mieux. Et rappelons-nous qu'avec ces 2 gestes barrières simples, on pourrait complètement stopper la circulation du virus. Il y a encore, en ce moment, on les voit circuler sur le net, les soirées non-Covid, des soirées où on s'en amuse, où au contraire on multiplie les baisers, les accolades, etc. Comment vous qualifiez ça? C'est un vrai problème sur la fermeture des bars, parce que en fait, la fermeture des bars, c'est vrai que c'est des lieux à risque, surtout la nuit, mais on risque de déplacer le problème, et de déplacer le problème dans des zones absolument non contrôlées, c'est-à-dire que les rassemblements festifs nocturnes risquent de se déplacer dans des Airbnb, dans des appartements. Ceci dit, en quantitatif, on aura quand même peut-être une différence. Et je crois qu'il faut que les gens soient responsabilisés. Nous sommes tous dans le même bateau et on doit tous ensemble travailler par civisme et respect de l'autre à finalement vaincre ce virus. Merci beaucoup Marie de Henzel, Didier Pittet, professeur Anne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'autre titre du jour est l'agression barbare perpétrée sur 2 policiers dans le Val d'Oise, de la gauche à la droite. Les voix politiques s'expriment. Ce soir, elles se multiplient pour condamner un acte particulièrement odieux. 2 policiers, 30, 45 ans, sortis de leur voiture roués de coups, blessés par balle. Les criminels ont tiré dans le genou du plus jeune. C'est un mode opératoire qui est souvent assimilé à une forme de torture. Arrêtons-nous au retentissement de cet événement dans toute la France. D'abord, se dérouler des faits tel qu'il est connu en l'état avec Florian Litzler. C'est dans cette rue que l'attaque a lieu. Hier soir, vers 22h, 2 policiers en civil surveillent les alentours de cet entrepôt depuis leur voiture banalisée. 3 individus les repèrent et les attaquent. Ils les traînent hors de leur voiture et commencent à les rouer de coups. Les agresseurs s'emparent ensuite des pistolets des fonctionnaires et avec leur tirent dessus. L'un reçoit 2 balles, l'autre 4. Dans un état grave, il est emmené d'urgence ici, à l'hôpital de Clichy. Son pronostic vital n'est plus engagé. Ses collègues sont soulagés, mais restent révoltés. Tous les policiers sont sous le choc au niveau du département. C'est des collègues qu'on connaît très bien, qui sont aguerris en plus dans ce service de police judiciaire, auquel ils sont dans ces services-là depuis plusieurs années. Et là, franchement, c'est l'incompréhension, parce que partir comme ça en mission le soir pour une mission quelconque de police judiciaire et arriver ce qui est arrivé, là, on a vraiment dépassé le comble de l'horreur. Les agresseurs ne pouvaient pas ignorer qu'ils s'attaquaient à des policiers. Ils ont cassé le gyrophare, récupéré une radio, et l'un des blessés assure leur avoir donné sa fonction. Alain Bauer, bonsoir. Bonsoir Darius Rochemin. Vous enseignez la criminologie aux policiers. Vous êtes un des meilleurs connaisseurs du crime. Vous connaissez ce milieu policier mieux que personne. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un cap supplémentaire. C'est une particularité, on l'a déjà connu dans l'attentat de Magnanville, mais c'était du terrorisme pur, une agression au domicile d'un couple de policiers avec leur assassinat devant leur jeune enfant. On avait eu quelques cas de policiers agressés. Je rappelle qu'en France, depuis la guerre d'Algérie, on appelle ça les événements d'Algérie, parce qu'on a toujours du mal à dire les choses dans ce pays, on a déshabillé les policiers pour éviter qu'ils se fassent agresser quand ils partaient de chez eux et rentraient chez eux. On n'est jamais revenu. C'était sans précédent. Sans précédent. Oui. Et on est aujourd'hui, effectivement, dans un dispositif où, alors que des policiers sont identifiés comme policiers après une méprise initiale, sur lequel il semble à peu près clair qu'on les a pris pour quelqu'un d'autre, ou d'un autre groupe, une autre bande, un autre gang peut-être, une fois qu'ils ont été identifiés, ou à peu près clairement identifiés, là,
au lieu de s'arrêter et de partir ou de justifier la méprise ou faire ce qu'on peut, il y a eu une aggravation du processus de violence. Donc cette partie-là est à peu près inédite. Il y avait eu des agressions de policiers, oui. Il y en a qui ont été grillés dans leur véhicule autour d'un signal, d'une caméra de vidéosurveillance il y a quelques années. D'autres attaqués en période de manifestation. Mais on est à un niveau très élevé. Ce n'est pas totalement inédit. Mais c'est un processus qui a tendance à se répéter beaucoup. On va parler avec vous des conséquences policières, des conséquences politiques, d'ailleurs des voix politiques de gauche et de droite qui s'élèvent. D'abord, Gérald Darmanin qui donnait le ton tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, c'était sur RTL il y a quelques instants. Indépendamment que ce soit des policiers, c'est évidemment extrêmement grave que ce soit des policiers, mais la violence inouïe, l'acte de sauvagerie, de frapper pendant un long moment des hommes qui, à terre, pissent le sang, pardon de le dire comme ça, ne peuvent plus se défendre, sortir une arme de son étui, tirer 7 fois sur eux à terre et les laisser ainsi, est tout à fait, bien évidemment, inexcusable et démontre effectivement un massacre. Ils les ont laissés pour morts, ils avaient une volonté de les tuer? L'enquête le dira, mais quand vous tirez 7 fois sur 2 personnes, en général, c'est pas pour leur apporter des fleurs. Alain Bauer, le mode opératoire, le fait de tirer dans le genou, c'est répertorié, ça s'apparente à un acte de torture pour laisser la personne infirme. C'est un acte particulier. Oui, c'est la jambisation. Ça a été inventé en même temps par les Brigades Rouges dans les années 70 et par la mafia italienne, la vraie, pas la seule, mais l'une des seules vraies mafias existant au monde, parce qu'on utilise ce terme souvent à de mauvaise manière. Et effectivement, c'est une signature particulière qui s'est beaucoup répandue, notamment en Seine-Saint-Denis, pas exactement dans le Val d'Oise, mais comme un mode de régulation de la concurrence de plus en plus brutale du fait de la disparition du milieu français. Le milieu français était structuré, organisé, il y avait des parrains, des juges de paix du milieu. Et depuis la mort de Jean-G. Colonna, il n'y a plus de juge de paix. Et le milieu français, il y a à la fois une guerre de succession et une guerre de sécession qui n'en finit pas, avec des bandes de plus en plus petites, de plus en plus violentes, de plus en plus armées, de plus en plus en frottement concurrentiel. Et pour eux, depuis longtemps, la police est une autre bande. C'est une concurrence parce qu'elle pénètre sur un territoire qui est le leur. Mais ils n'allaient pas jusqu'à autre chose que le caillassage ou des opérations simplement de contrôle territorial. Là, oui, il y a une vraie situation particulière. Et l'usage de ce mécanisme qui s'est accéléré depuis 2015-2016 est effectivement une signature qui est du copier-coller. Avec de nouveaux caïds, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il y avait des anciens caïds, là il y a de nouveaux caïds. Et qui résistent beaucoup moins longtemps. Un caïd, avant, ça durait 30-40 ans, maintenant ça dure 3-4 ans. Qu'est-ce qui leur arrive après 3-4 ans? Ils sont arrêtés parce que la police fait son travail. Alors justement, c'est plutôt des actions de police judiciaire, ce que faisaient les policiers en question. Ce n'est pas une brigade anticriminalité qui faisait une patrouille ou la sécurité publique. Ils étaient en planque. Alors, évidemment, une planque dans une zone industrielle, si on a autant de chances de se faire repérer que de repérer. Ils ont été pris pour d'autres, dans un processus concurrentiel de qui voulait piquer le magot, le butin ou le stock, probablement de stupéfiants de l'autre. Et régulièrement, eh bien, le caïd qui vient de se faire interpeller est remplacé par son adjoint, qui découvre avec stupéfaction qu'il était mal payé et qu'en récupérant à la fois les clés du harem et du stock, et du cash, voilà. Et quand l'ancien sort de prison, en général, il se fait tirer dessus, puisqu'il y a beaucoup de règlements de compte à l'intérieur du milieu, accélérés, avec des gens qui durent beaucoup moins longtemps et qui se font descendre, pas autant qu'on le faisait dans les années 80, mais avec une certaine reprise technique ces temps-ci. Autant qu'on peut en juger, est-ce qu'ils seront repris, est-ce qu'ils seront pris? La police ne va pas les laisser, oui, ça c'est certain. Inéluctablement, l'attaque contre des policiers amène mécaniquement la police. Et alors, paradoxalement, ça va être la police de papa, pas la police de l'Internet, la police des ordinateurs. Ça va être la police du renseignement de base, la police des indicateurs, la police du terrain. Et donc, inéluctablement, ils seront pris, oui. Il n'y a aucun doute. Combien on prend pour un acte pareil? Alors, en fonction de la qualification pénale... on va dire pour l'instant, on est en dessous de 30 ans. Ça dépendra des conséquences graves, des séquelles. Surtout sur un des deux policiers. Disons entre 20 et 30 ans. Alain Bauer, réaction politique, je disais tout à l'heure, tous azimuts, tout parti confondu. Exemple.
Le débat, il est qu'aujourd'hui, on construit une société avec un triptyque éducation, prévention, répression, et que la société est devenue violente. J'écoutais tout à l'heure M. Mazerolles, il a complètement raison. Ça a dépassé un problème politique. Aujourd'hui, il y a de la violence partout. Il y a des quartiers où l'infirmière, le médecin, les pompiers se font caillasser. Et donc aujourd'hui, moi qui suis un homme de gauche, je dis qu'il faut taper fort sur la répression. Le ministre de la Justice parle de drame. C'est un drame, mais c'est un crime. D'abord et avant tout, c'est un crime. Et ces gens sont des criminels. Il faut absolument, impérativement qu'on change, et ça va être compliqué parce qu'on a pris tellement de retard et c'est une responsabilité collective, qu'on change l'état d'esprit judiciaire. Alain Bauer, on parlait de cet exemple des pompiers qui sont attaqués. Ça paraît inouï qu'on attaque des pompiers. Là, ces dernières années, il s'est passé dans ce registre quelque chose de neuf? En fait, il y a eu une transformation qui fait que le quartier est devenu un espace de contrôle. C'est le principe des gangs depuis toujours. Hein. Ouais. Un gang, c'est un territoire. Ensuite, ce sont des moyens. Et après, c'est de la protection, soit du racket vis-à-vis des gens qu'on protège, soit de la concurrence et donc un conflit avec ceux qui veulent venir chez vous ou, si vous voulez, étendre votre zone de chalandise. Le crime, c'est un secteur économique extrêmement libéral. Il fonctionne comme toutes les grandes entreprises. Intégration verticale, intégration horizontale, incentive pour le petit personnel, investissement dans la recherche-développement et une gestion de la concurrence beaucoup plus définitive que dans le petit commerce. Et donc, la réalité aujourd'hui, c'est que le contrôle territorial est leur enjeu de survie. C'est leur espace, leur enracinement. C'est ça qui leur permet d'exister. Le reste, c'est des moyens de transport et de diffusion des produits stupéfiants pour l'essentiel. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de relations du producteur au consommateur avec des produits bio, puisqu'on a quitté les obligations de passer par le crime organisé traditionnel pour la revente. Hein. C'était des dealers, mais ils n'avaient pas de dispositif de production qui leur était directement relié. Et puis, une problématique de confrontation beaucoup plus dure avec des gens beaucoup plus jeunes qui font peur d'ailleurs aux anciens caïds qui sont les premiers à dire « eux, ils sont très dangereux et on ne les contrôle pas ». Vous êtes un personnage, Alain Bauer, vous êtes un très grand spécialiste de la criminalité. Vous en parlez avec un détachement un peu à la Audiard parfois, parce que voilà, avec un air de cynisme. Mais est-ce qu'il y a une colère en même temps? Est-ce que ces policiers, vous les pratiquez? Beaucoup ont été très courageux. On rappelait pendant les événements Charlie Hebdo, Hyper Cacher, des policiers qui ont été héroïques. Mérabet, Brin-Solaro et tellement d'autres, celui qui est entré au bataille. Que cette corporation soit dans cet état. Alors d'abord, le cynisme, c'est dire la vérité sans phare. C'est l'étymologie du mot. Il est mal utilisé, mais c'est important de revenir aux sources. Oui, bien sûr, la police, elle est dans un état dramatique. Pas seulement les policiers, paradoxalement. Les policiers, ils sont dans une crise sociale, matérielle, identitaire, humaine, culturelle. Les moyens manquent vraiment. Oui, mais ils auraient pu... Ils s'en sont passés pendant tellement longtemps que ça n'aurait pas changé. Non, là, ils sont dans une crise de à quoi on sert. Pourquoi on ne nous aime pas, pourquoi on nous hait de plus en plus, pourquoi on est face à une adversité, pourquoi on est entre le marteau et l'enclume, pourquoi on ne comprend pas que nous sommes là pour défendre la population. Et c'est vrai que la nature de la police en France, c'est d'être une police d'État, bien plus que d'être une police nationale. Elle a été inventée pour défendre les institutions. Son rapprochement avec les citoyens, son retour au territoire est une difficulté. Et là, les moyens, en général, les voitures de 300 000 km, les vestiaires de commissariat qu'on n'ose pas montrer ou qu'on repeint avant la visite du ministre comme une vieille ressucée Potemkin, vous savez, la visite du tsar où on avait des figurants et des panneaux peints pour ne pas montrer la misère. Donc tout ça appartient à une réalité. Et il y a une colère policière réelle, spécifique au domaine policier, mais à tous les domaines. Ce n'est pas seulement la sécurité publique. Les offices centraux de police judiciaire ont beaucoup de places vides qui n'arrivent pas à être remplies, alors que c'était l'élite de ce secteur. Donc oui, les policiers et les policières souffrent beaucoup, alors même que c'est une police qui rentre dans la diversité, qui a compris qu'elle devait évoluer, changer, mais qui souffre énormément. Illustration de ces sentiments de la police, mais aussi des conjoints ou conjointes de policiers, c'est la représentante des épouses de membres de forces de l'ordre qui s'exprimait.
Il y a de plus en plus d'agressions volontaires en fait, à l'encontre des fonctionnaires de police. Il y a une augmentation d'environ 60% depuis une vingtaine d'années de violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique, un irrespect complet et une ferme intention de les tuer, puisqu'il y a environ un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. C'est foncer sur un barrage de police, c'est foncer sur des êtres humains. Alain Bauer, est-ce qu'on arrive au stade de la difficulté même de recruter des policiers? Est-ce qu'on en est là? On en recrute, mais la carrière est difficile. Elle amène mécaniquement de l'épuisement, de la colère, des ruptures familiales considérables, des suicides nombreux. Ce n'est pas un métier facile, il est de plus en plus difficile. Pendant longtemps, la situation s'était nettement améliorée avec Pierre Joxe, Nicolas Sarkozy, Valls Cazeneuve, dans leur genre. Il y avait eu un progrès, puis il y avait une espèce de flottement qui existe là depuis désormais plusieurs années. Et il va falloir beaucoup de détermination à l'actuel ministre de l'Intérieur pour rétablir de la confiance d'un côté, mais bien plus que cela. On l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, il y avait des témoignages à visage couvert de certains jeunes policiers qui avaient l'air fragiles eux-mêmes. On sentait que voilà, c'était une profession, parfois c'est difficile de trouver des gens. C'est surtout que la gestion de ce pays est faite pour des raisons essentiellement comptables. Et donc, on mélange le coût et l'investissement. On l'a vu en matière sanitaire. La santé, c'était un coût, puis on s'est rendu compte qu'à un moment, ça devait être un investissement et qu'il fallait réinvestir la santé. Mais la sécurité publique, c'est exactement la même chose. Et dans les affaires de maintien de l'ordre, on s'est rendu compte que des amateurs de la manifestation, les Gilets jaunes, qui n'avaient jamais manifesté de leur vie, qui n'ont jamais été militants, syndicalistes, étudiants ou je ne sais pas quoi, se sont trouvés face à des amateurs du maintien de l'ordre. Car on a réduit considérablement les effectifs de CRS ou de gendarmes mobiles, qui du coup n'étaient plus en mesure ni de maîtriser l'armement, ni d'avoir la distance, la retenue nécessaire. Et vous le voyez d'ailleurs dans les poursuites de policiers pour violence. Il y a beaucoup plus de policiers que de gendarmes et beaucoup plus de policiers qui n'appartiennent pas aux unités spécialisées de CRS que de pauvres policiers à qui on a mis une tenue maintien de l'ordre et des armes dangereuses, le LBD, 2 fois plus rapide et avec un diamètre plus petit qui est quasiment celui d'un œil, comme si on l'avait inventé pour ça, ou des grenades de désencerclement qui ne peuvent créer que des dégâts. Donc l'ensemble de ce dispositif a amené une amateurisation de la relation sociale dans l'organisation de la manifestation, qui est un processus démocratique, qui s'est traduit par beaucoup de blessés, beaucoup de morts, et beaucoup de violence, et beaucoup de rancœur de part et d'autre. Quelle est la traduction politique? Vous êtes un cas intéressant parce que vous dépassez le débat. Ah, c'est des types de droite qui veulent absolument la main dure, ou des types de gauche qui disent mais non, pas du tout, violence policière. Voilà, vous êtes rocardien d'origine, pur sucre. Il n'y a pas plus rocardien que vous. Hein. Rocard était plus rocardien que moi, mais il y en a d'autres, heureusement. Vous représentez cette part, en l'occurrence de la gauche, qui est continuée aujourd'hui. Elle est difficile à identifier. Disons que l'esprit de la vérité, la transparence, l'intégrité et l'honnêteté en politique, il y a toujours des gens pour la tenir. Je pense que la popularité de quelqu'un comme Édouard Philippe, qui fut un jeune rocardien, on l'a oublié, mais nous sommes côtoyés. La famille revendique ses enfants, là. Quand on a la possibilité, c'est un indicateur. Jean-Yves Le Drian est un indicateur de ce que peut être une posture claire, même dans un poste difficile. Donc, il y en a d'autres qu'on peut identifier. Mais clairement, moi, je crois qu'il faut sortir de la dissimulation, de la vérité, régler les problèmes du mensonge. Le péché originel du masque est un enjeu, par exemple. Ce gouvernement continue imperturbablement à faire comme si la question du masque ne s'était jamais posée et comme si on n'en avait pas au moment où ça s'est posé. C'est même pas de sa faute, d'ailleurs. Et donc, défendre imperturbablement, à part Stanislas Guérini, dont je salue le courage et l'honnêteté, qui a dit « bah oui, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas », tous les autres devraient le faire. Ça nous ferait des vacances et puis ça rétablirait un peu de confiance. Il faut que je vous fasse citer une phrase essentielle du rocardisme. Vous êtes spécialiste de ça, hein, sur la connerie et le complotisme. Ah non, c'est Michel Rocard qui disait en matière de grandes catastrophes, il faut toujours privilégier la connerie au complot. La connerie est à la portée de tous, elle est largement répandue. Le complot nécessite beaucoup d'intelligence et d'organisation. C'est très rare. Fin de citation. Je confirme. Ça sert toujours en politique ? En tout cas, ça s'applique toujours à toute une série de cas, quelle que soit la nature du gouvernement. Mais je recommande la vérité comme viatique. Rédempteur. Alain Bauer, dernier mot, s'il faut ramasser les 2 sujets qui nous ont occupés jusque-là, le Covid et la sécurité. Vous avez beaucoup joué un rôle dans les coulisses du pouvoir. Vous avez été un des grands maîtres du Grand Orient de France. Vous avez beaucoup de contacts dans toute la vie politique. Voilà, on est à un moment
pour les politiciens, pour l'autorité, c'est dur. Il y a une crainte. On entend beaucoup dire qu'un cabinet ministériel, chaque jeudi, par exemple, à telle heure, on dit on va prendre telle décision, puis 2 heures plus tard, on se dit ça fait peur quand même, parce que l'enjeu économique est colossal. Mais parce qu'on a choisi la vie plutôt que l'économie, puis l'économie plutôt que la vie, puis on est à la godille entre les deux. Parce que chaque fois, un enjeu supplémentaire arrive. Il y a eu un seul bon élève dans la crise du Covid, c'est Taïwan. Paradoxalement, Taïwan a mis en place l'outil qui avait été mis en place par Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot et Nicolas Sarkozy pour gérer le H1N1. Il n'y a pas de surprise. Entre 2010-2012, où on l'a mis en place, et 2020, il a été démonté. Non pas parce qu'il y aurait un soi-disant État profond, secret et organisé, c'est parce qu'il est en train de disparaître. L'architecture, la colonne vertébrale de l'État s'est dissoute au rythme des privatisations et de l'aspiration de cadres supérieurs de l'État extrêmement compétents pour aller faire autre chose, mieux payé, plus intéressant, que dans un État vieillissant et aux limites. Et le drame de cette affaire, c'est qu'il faut réinvestir l'État pour le rendre efficace et opérationnel. C'était tout l'enjeu de ce que voulait faire Michel Rocard. Et ça, de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup à faire. Minute de charité quand même, si on se met à leur place, effectivement, c'est une période épouvantable. Épouvantable. Il n'y a pas de leçon à leur donner, à part dire la vérité. Je pense que redire enfin la vérité, sortir de cette période terrible du péché originel, de ce mensonge des masques, qui n'aura été que le seul, mais le plus invraisemblable mensonge, avec une créativité dans la communication qui restera dans les mémoires. Je pense que le bêtisier pour l'éternité sera composé de porte-parole du gouvernement ou d'anciens ministres de la Santé qui aimeraient bien disparaître quelque part. Mais dans la réalité, il faut évacuer cette affaire du mensonge et du péché originel. Il faut dire, il n'y en avait pas, on n'avait rien, on était à poil. Bon, voilà, on a essayé de sauver les médecins et les soignants parce qu'on n'avait que ça, et encore eux-mêmes ont été traités avec difficulté. On l'a vu à la télévision, on le sait. Maintenant, le moment est venu de dire, ben voilà, ça y est, on avoue, c'est bon, c'est fini, on l'a dit, on assume et on passe à autre chose. Merci Alain Bauer pour vos commentaires sur l'actualité. Merci beaucoup. Et nous en venons à l'événement à l'étranger. Donald Trump refuse le débat avec Joe Biden prévu de manière virtuelle. Je ne pense pas être contagieux, dit-il. Sa déclaration fait suite au débat dans la nuit entre les deux candidats à la vice-présidente, Mike Pence versus Kamala Harris. Oliver Stone prend position dans l'entretien qu'il nous accorde ce soir. Le cinéaste parmi les plus célèbres de la planète avait refusé à l'époque de choisir entre Hillary Clinton et Donald Trump. Cette fois, il fait son choix. Joe Biden, dit-il, est le moindre mal. Il estime aussi que Donald Trump pourrait s'accrocher au pouvoir s'il y a une confusion suffisante dans les résultats. Oliver Stone est l'invité de cette édition de 20h, interview réalisée par Luc de Guillage et Jean-Luc Séguillon. La voici. Merci beaucoup. Oliver Stone, bonjour. On se dit bonjour en même temps. Voilà. Bonjour Darius. Bienvenue à Paris. Merci. Avoir face à soi un des plus grands réalisateurs du monde, ça se voit. Vous avez voulu organiser le plateau, hein ? Vous avez voulu diriger un peu les caméras. Oui, oui, j'aimerais. Oui, mais c'est votre interview, vous pouvez demander ce que vous voulez. Réalisateur, mais aussi écrivain, ça me frappe dans ce livre, vos mémoires, qui sont un monument de récit. Et vous avez toujours écrit, les gens ne se rendent pas compte, vous racontez comment votre père, vous avez 7 ans, et votre père vous fait écrire chaque jour. Gave me 25 cents, that's why. Oui, il me donnait 25 cents. C'est pour ça. Tu écris quelque chose, je te donne 25 cents et je pouvais acheter des comics, des BD. C'est ce qui m'intéressait. J'écrivais, je faisais comme des programmes de télé. J'aimais bien la violence, les massacres, les cow-boys et les Indiens, les soldats contre quelqu'un d'autre. La violence en Amérique. Beaucoup de télévision, la violence. Et cette force du récit, elle est là dans votre livre, vous racontez votre vie, et en même temps, c'est l'histoire des États-Unis, ça amène à l'actualité, ce qu'on voit aujourd'hui, Trump, Biden, etc. D'abord, c'est une histoire d'amour, toute simple, père américain et mère française. Oui, une famille idéale. I thought it was a classic family. Moi, je pensais que c'était une famille traditionnelle, j'étais enfant unique, donc j'avais tout. Mon père et ma mère étaient heureux, amoureux. Mon père gagnait bien sa vie sur Wall Street. Il y a des très belles photos dans votre livre. Vraiment, c'est une histoire parfaite. Ils sont beaux. Vous êtes là, vous naissez, enfant de la guerre. Et des chiens aussi. Ouais.
French poodle. Les caniches français. C'était parfait, mais c'était un mensonge dans le sens que derrière la scène, il y avait beaucoup qui arrivaient. Mes parents were not meant to be. They were not destined. Ils n'étaient pas destinés à se rencontrer, ils étaient trop différents. Et mon père, il n'a jamais pu être fidèle. Bon, on peut comprendre, les Français sont connus, sont au courant plutôt. Mais au bout d'un moment, ça épuise. Et ma mère s'est détachée, puis elle a pris des amants, des jeunes amants. C'était mes amis, je ne savais pas que c'était ces amants. C'est classique, enfants divorcés. Et quand c'est intervenu, ils m'ont dit au téléphone qu'ils se séparaient. Personne n'est venu me voir. Donc, j'étais pas très vieux, ça m'a endurci, et puis j'ai voulu trouver mon chemin dans ma vie, et j'étais isolé, j'étais brisé. Et mon père aussi n'avait plus un sou. Dans ce monde de dureté, de divorce, de violence, de mensonges, quand vous revenez en France, c'est souvent la tendresse, c'est votre mémé, et il y a une page qui est d'une beauté extraordinaire, elle meurt, et vous venez veiller son cadavre ici. Ma grand-mère, vous l'avez dit très bien, c'était le fondement même de la famille. Elle était très solide. Elle avait épousé mon grand-père, que j'aimais, pendant 50 ans après la Première Guerre mondiale. Il était soldat lui aussi. Et en France, j'ai senti qu'il y avait un fondement véritable, très solide pour cette famille, une lignée. Tandis qu'aux États-Unis, je ne trouvais pas ça dans la famille de mon père. Que s'est-il passé? La France, c'était mon âme. Et vous comparez ça à Ulysse qui va aux enfers, qui va chercher sa mère aux enfers. Ah oui, vous êtes là, c'est vraiment d'une beauté extraordinaire. Vous avez 30 ans et c'est un peu le carrefour de votre vie. Vous n'êtes rien à l'époque, hein, vous êtes inconnu, mais vous allez sortir Platoon, premier film sur la guerre du Vietnam avec un succès gigantesque. Incroyable. C'était... Quand j'avais 30 ans, je n'avais pas un sou, moi non plus. J'avais été marié, je m'étais divorcé, donc c'était le même schéma qui se répétait. Ce schéma de divorce et d'échec. J'ai fait des efforts, j'ai écrit beaucoup de scripts. Je pensais que ça marcherait, mais ça ne marchait pas. Donc j'étais déprimé. C'est l'année que ma grand-mère est morte. J'étais à Paris pour la voir. Elle était étendue sur un lit, comme on le fait en France. Je lui ai parlé en me souvenant du passé. Et j'avais vraiment cette impression qu'elle me parlait, qu'elle m'encourageait à poursuivre ce que je faisais. Fais ce que tu vas faire. Fais-le. Maintenant, c'est le temps. Tu n'as pas beaucoup de temps parce que bientôt, tu vas être là avec nous. Ouais. Et voilà, c'était une scène très forte. Et vous imaginez là aussi les compagnons de la guerre qui sont morts, qui viennent vous parler. Oui, ça c'est... that comes from Homer, you know, the idea ça vient d'Homère, cette idée que les morts... Que disent les morts? Hey, donne-moi un joint, fais-moi fumer. Ils veulent des choses matérielles, ils veulent retrouver la vie. Les Grecs étaient très conscients de la mort, ils savaient qu'il fallait utiliser le temps qu'on avait, carpe diem. J'écrivais Platoon à cette époque. C'était ma dernière tentative réaliste d'essayer de traduire mes souvenirs du Vietnam. Et ça fait la différence. Personne ne voulait le réaliser, c'était trop glauque. Ils me respectaient comme scénariste, ils m'ont engagé pour Midnight Express, par exemple. On est au cœur de votre talent. Vous avez dénoncé la violence, vous avez combattu la violence, mais d'abord, vous l'avez connu de l'intérieur. Le fait que vous ayez été, vous, un guerrier, vous avez dû tuer face à des ennemis qui devaient vous tuer au Vietnam, ça vous donne un point de vue tout différent. Oui. Je connais la violence. C'est pour ça que la violence dans les films est mal faite.
elle n'est pas réaliste. On ne traite pas les conséquences de la violence. Moi, je voulais que la violence soit tellement réaliste à cette époque. Je voulais surprendre l'auditoire. Je voulais qu'il la sente. Beaucoup de gens ont dit que j'en faisais trop. J'ai fait Scarface, Midnight Express, Conan le Barbare, l'année du dragon, et puis Salvador et Platoon. Et ça vous donne une conscience de la violence américaine qui est vraiment profonde en vous. Vous imaginez même des scènes que vous n'avez pas vues. Vous dites Hiroshima, ça commence là. Il y a 100 000 personnes qui brûlent à Hiroshima et à New York, on danse. Oui, mais ils ne savaient pas. People didn't know the details. Ils n'étaient pas au courant des détails. Ils ne savaient pas ce qui se passait vraiment. Dans ma série documentaire sur l'histoire des États-Unis en 2012, on a beaucoup parlé d'Hiroshima, de la bombe et pourquoi. On n'avait pas besoin de la lancer, cette bombe. La guerre était terminée, les Japonais se seraient rendus, enfin, passons les détails. Vous avez raison. Cette idée américaine de la violence, et c'est une violence qui a connu la rédemption. Et comme si on pouvait dire, les méchants sont pires que vous, c'est vous les bons. Clint Eastwood, on peut tirer dessus. Et on peut se sentir bien après ça. C'est la rédemption par la violence. Et c'est un mythe. Il y a un côté sauvage que vous êtes. Vous avez une sauvagerie en vous qui vous permet de comprendre cette sauvagerie. Vous racontez même les premiers Américains, ceux qui viennent d'Europe, qui ne veulent plus de rois, qui ne veulent plus de pauvreté, et qui ont cette espèce de force en eux. Oui. Il y a de l'agression dans l'âme humaine, et ça apparaissait très nettement chez les colons blancs qui sont venus. Mais en fait, quelle que soit la race, la violence est là. Prendre sans donner. Et c'est l'essence même du capitalisme. Il faut se débrouiller, faire le plus d'argent possible, et si on doit entuber l'autre, eh bien, on l'entube, on le tue à la limite. Et c'est ce qu'on appelle la rédemption par la violence. En fait, c'est un concept très chrétien. C'est permis par les lois du christianisme. On a le droit de faire de l'œil pour œil, dent pour dent. Je ne suis pas d'accord. C'est la guerre juste, oui. Oui, c'est toujours ça, la guerre juste. Et ça a continué, les guerres américaines, toujours aujourd'hui, c'est ce que vous racontez, ce que vous dites. Les États-Unis sont toujours en guerre. Ça, c'est leur loi. Ils ont oublié. On a mis sur pied une énorme industrie lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette dimension économique nous a permis de nous préparer pour la guerre. On a gagné cette guerre et après les gens avaient peur. Les gens qui géraient le pays avaient peur d'un retour de la dépression, de la récession à cause des soldats qui revenaient. Donc ils ont poursuivi cette machine de guerre et la Corée, 5 ans plus tard, était parfaite. Ça leur a permis d'étoffer cette machine de guerre et ils l'ont gonflé, cette guerre. Ils ont gonflé les ennemis, les Russes, et ils ont mis en place cette force énorme, cette guerre qui ne finissait jamais. On continue de lutter contre les Russes et même les communistes, et que ce soit en Chine ou l'Iran ou ailleurs. Et ensuite les écoutes de la NSA, la surveillance de masse, la domination aussi par l'OTAN. Est-ce que la France, d'après vous, c'est aujourd'hui, parmi d'autres, une province de l'Empire ? Vous savez, j'ai beaucoup tourné autour du pot, j'admirais De Gaulle, et De Gaulle, c'était un indépendant qui était fort, et il comprenait bien les Américains. Il avait des problèmes avec la CIA, et la CIA avait des problèmes avec lui. Et lors de la guerre d'Algérie, il y avait aussi cette histoire avec Dulles, le chef de la CIA. Et il paraît qu'il était mouillé dans l'armée secrète. Et je crois que De Gaulle s'est retiré de l'OTAN et les Américains étaient sur leur postérieur. C'est pour ça qu'ils ont voulu se débarrasser de lui et les électeurs s'en sont débarrassés. Mais la France n'est jamais revenue là-dessus. C'est la dernière fois avec Chirac que France a pu préserver son âme et Chirac était très fort et les Américains étaient bouleversés. Est-ce qu'on peut traiter à égalité avec les Américains ? On a vu Emmanuel Macron qui a essayé avec Donald Trump d'abord de s'arranger. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Ça se voit dans le cadre. Macron était un
petit, Trump est grand. Ouais. It was like, okay, you know, he's my French friend. Il se disait, ah bah ça c'est mon ami français. He's not making any decisions. I'm the boss. C'est pas lui qui fait les décisions, c'est moi le And patron. you feel that with Et Trump. And on le also, sent frankly, avec Trump. Trump is Et the puis, face, is Trump, making the c'est... mistake of Il a fait une erreur. Il dit ce qui est mauvais. On l'a toujours fait de cette manière-là, mais on ne l'a jamais dit de cette manière. Ça a toujours été diplomatique. Il y a cette image où Il n'a pas cette touche M. diplomatique. Trump tire Emmanuel Macron par le bras, qui a été comme un basculement. Yeah. No, I mean, Non. no, France. La France, You know, it's so. This is a very key moment for Europe. These next c'est un 20, moment 30 years. clé, I think les now, 20 ou 30 années à venir pour l'Europe. what is? Can they ever Actuellement. get away from? Est-ce que l'Europe, If Europe, well, this is a tough question you're c'est une asking. question dure que It vous seems to posez. me that Europe has to J'ai stay open l'impression to China que and Russia. and l'Europe Iran. doit That's rester very ouverte important. à la Chine, à la Russie et à l'Iran. C'est très important. Il faut un monde multiple. La France peut rester ouverte, les Italiens le font très bien d'ailleurs. L'Italie fait beaucoup de choses avec la Chine et avec la Russie. La France également auparavant et pourrait de nouveau faire toutes ces choses. Macron pense que les États-Unis, ce sont les meilleurs à cause de la dimension économique. Est-ce que Macron, d'après vous, peut incarner cette forme de résistance? Certains disent, par exemple, en accueillant Snowden, en essayant d'accueillir Assange. Est-ce que c'est ce Did qu'il he a ever fait? do anything with Il a Est-ce que fait ce quelque serait chose dans ce possible, d'après sens vous? avec Assange? That would Souhaitable? be Oui, great oui. if, Ça serait bien. would open his mouth. I mean, the English Si, government is outrageous what they're doing to par Assange. exemple, les Britanniques font quelque chose de scandalisant avec Assange. C'est si injuste. Ça montre la culpabilité de l'Empire, les crimes de guerre. Les gens s'en fichent. Bon, je ne veux pas trop m'étendre sur Assange, mais voici un éditeur qui cherche à dire la vérité. C'est ce qu'il a fait. C'est un homme intègre. Je crois que Assange, c'est un homme de parole. Et il ne voulait pas. Il ne voulait pas la manière dont ça s'est passé. Il ne voulait pas parler des informans. Enfin, ne parlons pas. C'est le gardien qui s'en est chargé. Dans cette histoire, question la plus importante. Dans cette histoire de violence, aujourd'hui, il y a Donald Trump qui, paradoxalement, n'a pas été le plus guerrier des présidents. Pourquoi, d'après vous? Ça, c'est une autre question. Si c'était ma génération, il était de ma génération, mais il n'a pas été au Vietnam. Il a raconté n'importe quoi. Clinton non plus n'y a pas été, George W. Bush, et encore pire. Il a été dans une sorte de réserve des marines ou de l'aviation. Il n'est même pas allé là-bas. Mais qu'est-ce que ça révèle de lui? Qu'est-ce que ça révèle de lui, d'après vous, le fait que Donald Trump n'ait pas été si guerrier par rapport à des prédécesseurs? Il a été plutôt prudent, souvent même. C'est vrai. Mais il pousse un petit peu trop loin sur le Venezuela et l'Iran. Mais vous avez raison, il n'a pas été trop loin, c'est peut-être ce qui s'est passé de mieux. Il n'a pas été en guerre, c'est ce qu'on peut dire de mieux à son propos. Mais c'est dommage qu'il ait tant renforcé les militaires. Imaginez le budget militaire des milliards et des milliards. Obama avait commencé ça. Il voulait renouveler l'arme nucléaire. Et il y a consacré des milliards de milliards. Mais le problème est différent. Il y a une pourriture dans le président. Quand 3 présidents ont évité le service militaire au Vietnam, si au moins l'un d'entre eux y avait été, ils auraient eu l'expérience et penseraient différemment. On insulte trop facilement les gens, on a un complexe de supériorité, ça c'est évident. Les Américains pensent toujours qu'ils sont exceptionnels, qu'ils sont les meilleurs, numéro 1, qu'on peut dire aux gens quoi faire. Ça ne marche plus comme ça. C'est terminé, un complexe de supériorité. Et ça permet à des gens comme Trump de devenir le leader du monde. Mais bon, il est parti. Vous avez pratiqué Donald Trump, vous l'avez fait tourner. Il y a ces moments incroyables où vous racontez, il était content de lui toujours, hein, il tourne et après il dit j'ai été génial, non? Il était super confiant en lui-même. C'est un narcissiste, comme beaucoup de gens. Il a des grosses couilles, si vous me permettez l'expression.
Il ne sait pas ce que c'est que la honte. Il est marrant. Chaque jour, c'est un nouveau scandale. Il est fascinant. Maintenant qu'on s'est habitué à lui, qu'est-ce qu'on va faire après? On n'avait pas d'exemple comme ça avec Eisenhower. Obama était ennuyant, calme. Les Américains veulent du spectacle. Ils veulent de la politique du spectacle. Et on a ça depuis plusieurs années. Est-ce qu'il a évolué quand même quand on voit les derniers jours, la maladie, une espèce peut-être d'enfermement? Est-ce qu'il a évolué d'après vous? Je ne sais pas. Je ne le connais pas suffisamment bien. Vous savez, ça serait une grande décision à prendre. Il s'aime lui-même, il aime sa réélection, c'est son objectif. S'il n'est pas réélu, il va faire une dépression. Je ne sais pas d'ailleurs s'il voudra bien partir. Peut-être qu'il va s'incruster. Vous croyez, vous, certains disent que Donald Trump va s'accrocher au pouvoir et va tout essayer de dire qu'il y a eu des trucages? C'est possible, c'est très possible, si c'est suffisamment chaotique. N'oubliez pas qu'il est en colère parce que lorsqu'il est devenu président, les démocrates ont essayé de le torpiller d'emblée. On essayait de dire qu'il y avait une collusion avec les Russes. Donc il en a gros sur la patate, il sait que c'est faux. Ils ont essayé de le destituer, toutes sortes de choses, donc il est en colère. Lors de la dernière élection, vous aviez de la peine à choisir. Vous disiez Trump est fou et Hillary Clinton est une va-t-en-guerre, une guerrière, et vous aviez de la peine à choisir. Cette fois, est-ce que vous avez plus de facilité à choisir entre Trump et Biden? Oh oui, je crois. Ça serait le moindre mal. Biden est dur avec les Russes, avec le Venezuela. Il parle de manière dure. De toute manière, il faut trouver des amis, des partenaires. Ce qui est important pour moi, c'est ça. Et il faut que les États-Unis, la Russie et la Chine puissent coopérer ensemble. Qu'est-ce qu'il est, Biden? On a l'impression d'un politicien très classique. Il ne m'inspire pas. C'est un bonhomme classique qui se débrouille. Il sera plus tranquille lors du gouvernement démocrate plutôt. Les gens veulent calmer les choses. Je crois Trump va leur manquer peut-être. Peut-être qu'il voudrait revenir, obtenir un nouveau mandat. Oui, plus d'énergie dans cette machine-là. C'est un chaos. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est intéressant. C'est un spectacle tordu. Tout le monde a une opinion sur Trump. Tout le monde est remonté contre Trump ici en Europe. On est frappé de la question raciale qui est revenue tellement violemment. La nuit passée encore, le débat Harris-Pence, on a vraiment l'impression physique de deux Amériques, une femme métisse, Pence qui incarne une Amérique blanche. Qu'est-ce que ça révèle d'après vous, ce moment-là? Oh, ça dure depuis toujours. Les assassinats durent depuis la guerre de sécession. Ça n'a jamais arrêté. Les lynchings, les flics, ils sont très lourds. C'est plutôt des militaires, les flics aux États-Unis. Mais vous savez que le Pentagone arme les flics actuellement. Est-ce qu'il y a une peur particulière des Blancs américains maintenant, une peur démographique de se faire submerger? Une peur? Oui, une peur des Blancs? Oui, bien sûr. Oui, j'en suis sûr. Oui. Vous avez vu les Black Lives Matter, les manifestations, ils se disent « Ah, ils vont envahir nos maisons ». C'est une crainte classique et ça va aider Trump si les conservateurs gagnent parce que ça va faire voter davantage de gens pour lui, des gens comme les gens qui avaient voté contre 68. Vous avez beaucoup été fasciné par les contre-pouvoirs américains. Vous avez été interviewé Poutine, documentaire incroyable où on sent une certaine sympathie, on peut dire ça, avec un Poutine? Il parlait. Je n'ai pas fait de mixage, mais je l'ai fait davantage parler que les autres intervieweurs. Il a fait son récit. Quand est-ce que les Américains font ça?
On ne voit pas un grand panorama aux États-Unis, mais la Russie se sent encerclée. Il a expliqué comment les États-Unis avaient trahi le traité antimissile, c'est important ça. Et puis aussi, il y a eu l'expansion de l'OTAN, 13 nouveaux membres. Donc, il ne voit pas le reste du monde. C'était une tentative de lancer un dialogue. Mais on m'a dit que j'étais le caniche de Poutine. Il y a la grande histoire et il y a votre histoire personnelle. C'est évidemment la force de votre livre, le divorce, très mal vécu, comment vous avez surmonté la drogue, cette carrière de cinéaste tout à fait extraordinaire. Et puis le mariage aussi. Le mariage, oui, vous aussi, vous avez une vie sentimentale compliquée. Et puis l'histoire humaine des États-Unis, 68, la libération des mœurs, la pulsion sexuelle. Vous dites à quel point la pulsion sexuelle, pas seulement pour les individus, mais de tout un peuple, ça a compté énormément. In 68, you say? Oui, en 68, vous disiez une explosion de sexualité, c'est ça, oui. Mes parents n'ont été des victimes, en un certain sens. En tout cas, le sexe était prêt à exploser. On a eu une période de libération que les années 60 et 70. Ensuite, Reagan a lancé le pendule de l'autre côté. Le pays est devenu plus conservateur. Reagan était le premier artiste du spectacle à devenir président. C'est le grand-père de Trump, en un sens. Vous avez vécu la gloire hollywoodienne, vraiment la très grande gloire, mais vous dites que c'est une machine de conquête, Hollywood. Est-ce que c'est une machine de conquête aussi forte que l'armée américaine? Ah oui. It's better. Meilleur. Soft power. À cause du soft power. Les films d'Hollywood, la télévision ont changé le monde, partout. Tout le monde regarde ces spectacles et on fait des spectacles ailleurs qui sont semblables à ce qu'on fait à Hollywood. Les États-Unis ont exporté cette idée que le monde puisse être meilleur, plus prospère pour tout le monde, plus riche, avec des voitures, avec davantage de publicité, de prospérité, puis on vendait notre Camelot. Mais les films ont accrédité cette idée que les militaires américains étaient les meilleurs à cause des films américains. Puis la CIA a accrédité cette idée que quoi que fassent les États-Unis, c'était pour le bien de tout le monde, et qu'on peut avoir confiance en eux. Et c'est ce qu'ils font. Ils font comme si leurs agressions les plus hostiles étaient sécuritaires. Des centaines de milliers de gens sont morts en Irak, en Libye, en Syrie. Ça continue. En Afghanistan, au Soudan, en Somalie. Obama a bombardé davantage de pays qu'un autre président, que tout autre président. Il a manié les drones, Barack Obama, plus que les autres présidents. Trump l'a dépassé. Est-ce que la guerre des drones est très populaire, mais enfin, elle a moins la cote dans les pays où on les bombarde. Est-ce que ça vous fait mal, ça, cette domination américaine, le fait qu'aujourd'hui, les jeunes enfants connaissent plus les princesses Disney que l'Odyssée dont on parlait? Oui. Je ne peux pas parler pour les jeunes. Je ne les connais pas suffisamment. Oui, les choses ont changé. Les États-Unis ne maîtrisent pas ces actions militaires. Ils prennent des initiatives, les gens réagissent, ils disent « Ah, c'est pas bien », mais ils ne changent pas. Le Congrès est militariste, extrêmement militariste actuellement. Ils ont adopté des résolutions qui encouragent la guerre. Même lorsque Trump ne voulait pas bombarder la Syrie, on l'a critiqué pour ne pas bombarder la Syrie. C'est les démocrates qui l'ont critiqué à cause de ça. C'est fou. Cette expansion de la guerre était parfaitement folle. Certains disent qu'on inspirait ISIS, que l'ISIS a réalisé beaucoup des objectifs américains en Syrie. Oliver Stone, toute votre vie a été imprégnée par la politique. Le fait qu'aujourd'hui, ce ne soit pas une puissance, mais ce soit un virus, le coronavirus, qui change la face du monde, qu'est-ce que ça vous inspire, cette espèce de film incroyable que nous vivons?
C'est pas moi qui fais l'actualité. Je ne peux pas suivre l'actualité. Mais c'est horrible. Ce virus, ça effraie les gens. Beaucoup de gens sont morts. Des personnes âgées plus vulnérables, essentiellement. Non, pas parmi mes amis. Ma première femme a été très malade, comme mon cousin ici à Paris, mais ils ont récupéré. Mais l'économie mondiale est gelée. Je suis désolé pour les gens, les petites gens dans les restos, les boutiques, les PME souffrent beaucoup. Je crois que les vaccins vont être réalisés. Et donc, je crois que le vaccin russe sera sans doute le premier sur le marché. Ah oui, ça c'est votre côté pro-russe, évidemment. Non, pas pro-russe. Je vous taquine. Quelques mots de conclusion, Oliver Stone. C'est une histoire aussi de résilience. Vous dites comment vous avez surmonté les douleurs. Vous avez utilisé vos démons. Vous avez surmonté vos démons, la violence qu'il y avait en vous. Vous êtes devenu bouddhiste, c'est vrai? Oui. Comment est-ce que vous êtes bouddhiste? Vous faites quoi pour être bouddhiste? C'est très simple. Je m'éduque, je médite chaque jour. Je parle à des gens comme... c'est pas compliqué, je suis pas... I'm not a monk. Je ne suis pas un moine. On peut se changer, vraiment? Yes. Oui. Yeah. I mean, I don't have... I'm not the person I was at... Je n'ai pas la personne que j'étais quand j'avais 23-24 ans, ni quand j'avais 45 ans. Cette promesse que votre grand-mère, quand elle était sur son lit de mort, cette demande qu'elle vous faisait, vous l'avez tenue, de vivre? Oui, beaucoup. I'm really happy with that. Je suis heureux d'avoir vécu la vie que je voulais vivre. Ce n'était pas toujours facile, mais je l'ai vécu. Et je suis prêt, j'ai fait mon périple, je suis arrivé à bon port, comme Ulysse. Je veux toujours sortir, connaître de nouvelles aventures. Il y a à la fin d'Ulysse une scène incroyable où il tue tous ses ennemis et il y a une espèce de joie sauvage chez lui. Mais en même temps, c'est la paix et en même temps, c'est la violence. Oui. Ça, c'est vous? Peut-être, oui. Merci Oliver Stone. Merci Darius. Et il faut vous lire absolument la recherche de la lumière, aux éditions de l'Observatoire et la suite pour les 40 prochaines années. Ça, c'est les 40 premières. Oui. Alors rendez-vous dans 40 ans. Peut-être avant ça. À Paris. Merci Oliver Stone.